Bonsoir. Notre nouvelle émission d'Explore ton centre. Aujourd'hui, nous accueillons Céline Corriveau, qui est une de nos responsables administratives et qui connaît bien Shambhala, qui connaît bien la salle des machines. C'est ça aussi qui m'intéressait à l'entendre, en dehors de sa personne, bien sûr. Et qui, je l'espère, va pouvoir nous ouvrir quelques éclairages, nous apporter quelques éclairages sur ce que c'est que le fonctionnement d'un centre bouddhiste. Et en tous les cas, merci d'une part d'être venu te prêter à cet exercice qui est intéressant, mais aussi d'autre part de tout ce que tu fais pour le centre depuis... je n'ose pas dire quand, parce que tu vas nous le dire. Nuit des temps. Tu vas nous le dire toi-même. Mais c'est un travail colossal dont on ne parle pas beaucoup, parce qu'on voit que l'aspect enseignement, que l'aspect des pratiques, que l'aspect des fêtes qu'on peut voir, qu'on peut donner en fonction des différentes périodes de l'année, et des hommages à différentes entités et personnalités de notre lignée. Mais tout ça, si ça fonctionne, c'est grâce à des gens comme Céline, et c'est aussi toutes ces personnes que je voulais honorer ici ce soir. Voilà, donc je vais la laisser parler parce que c'est à elle de parler, pas à moi. Donc je vais te laisser te présenter, Oui. et puis après on abordera tous ces sujets-là. Alors, Céline Corriveau. Je suis membre du centre depuis, je dirais, plus ou moins 10 ans. Ça, c'est pas clair dans ma tête, exactement l'année à partir de laquelle je suis devenue membre officiellement. Mais en fait, je suis arrivée au centre à l'été 2012, à l'époque où on était sur Sainte-Catherine-Ouest. Et bien honnêtement, je ne cherchais pas tant un centre de méditation bouddhiste. Je cherchais un endroit où faire de la méditation. Je pense d'ailleurs que Geneviève avait un peu mentionné la même chose lors de l'entrevue précédente. Oui. Et en pitonnant sur le web, ben, j'ai vu qu'il y avait une retraite en ville, à quelque part, au centre Shambhala de Montréal, lequel centre je n'avais jamais entendu parler. Je ne dirais pas ni d'Ève ni d'Adam, mais en tout cas pas de Bouddha, de personne. Alors, j'ai appelé, c'est pas très clair dans ma tête, j'ai parlé à une personne qui m'a dit, oui, effectivement, c'est possible de faire la retraite. Et il y avait, à cette époque-là, c'était Annie Laudreau qui dirigeait la retraite, Daniel Lamoureux, pour ceux et celles qui la connaissent. Et, mais on me suggérait de faire la retraite, de m'y inscrire autant que possible pour toute la semaine. Et c'était des retraites à ce moment-là, ça commençait à 9 h le matin jusqu'à 17 h facile. Et dîner en silence. Je me disais, le contrat est un peu gros pour moi, qui méditait déjà à la maison depuis quand même quelques années, avec des techniques qu'on trouve dans les livres, sur Internet, etc. Je pense que c'est souvent la porte d'entrée de bien des gens. Mais il y avait une condition, on nous suggère fortement il y avait une rencontre préparatoire pour cette retraite-là, alors avec Annie Laudreau. Donc, j'étais allée une soirée d'information. J'avais trouvé ça, bon, Annie avait évidemment son habit non-bouddhiste à l'époque, et ben, j'étais, je dirais pas impressionnée, mais un peu touchée par son histoire qu'elle nous a racontée, une histoire personnelle, et puis ça m'a inspirée. Alors, j'ai décidé de m'inscrire pour la semaine. Au bout de 3 jours, j'avais des doutes. J'ai trouvé ça très exigeant. Finalement, Annie à un moment donné, je me suis dit, je vais revenir, mais juste quelques heures pour la 4e journée.
Mais André, Annie Audreau, c'est-à-dire Daniel Lamoureux, il m'a convaincue. Elle disait, essaye donc, des fois, il faut dépasser nos limites, etc. Ça, et ce qui fait que la quatrième journée, je suis revenue selon l'horaire habituel et j'ai terminé la dite retraite d'une semaine. Et j'étais contente de l'avoir faite et j'ai vu à ce moment-là qu'est-ce que ça apportait, le silence prolongé. C'est bien fait. Alors ça, c'était vraiment marquant pour moi dans mon histoire avec Shambhala. Donc, cette porte d'entrée-là. Ensuite, j'ai été quelques... Ah oui, ce qui était très intéressant, c'est qu'il y avait, après ça, on nous a offert le... C'était à partir de l'automne, encore là, 2012, je me rappelle bien, il avait commencé une nouvelle série de cours. Puis c'était l'époque où il y avait plein de gens là, qui s'inscrivaient, là, c'était pas comme de nos jours. Alors, on s'est retrouvé une cohorte, on a commencé niveau 1, on était peut-être une quinzaine, dont Geneviève Martineau, en tout cas quelques autres qu'on connaît au centre. Et on s'est suivi de session en session. On a finalement, on a poursuivi. On se dit, ah, c'est intéressant, hein? Oh, OK, on va faire le suivant. Et alors, moi, je dis qu'en dedans de 3 ans maximum, on a fait la Voie du guerrier, qui est aujourd'hui la Voie du guerrier, là, avec tous les niveaux, incluant les séries vie dans la vie quotidienne. Après ça, série bonté fondamentale. En tout cas, grosso modo, là, c'était l'époque où on était engagé. Le fait qu'on se revoyait entre nous, il y avait quelque chose de stimulant. Alors, ça aidait hein, à poursuivre. Donc, c'était ça les premières années. Bien sûr, à l'époque, je travaillais à temps plein et bon, j'avais pas trop de disponibilité. Je venais comme bénévole staffé, comme on dit en bon français, à l'occasion, mais sans plus. Et là où j'ai mis le doigt dans l'engrenage, pour pas dire le bras, mes risques et périls, c'est quand Monique Garot, hein, décédée depuis, est venue me chercher pour me demander d'organiser avec elle un encan, qui était une campagne de levée de fonds. À l'époque, on était sur Sainte-Catherine-Est. Alors, j'ai dit, ah oui, OK. Elle dit, il me semble que tu es bonne dans l'organisation. J'ai dit, ouais, je ne suis pas si mauvaise. Alors, j'ai fait un encan qui a quand même, avec l'aide, avec Monique, bien sûr, qui était l'organisatrice principale. Il y avait aussi quelqu'un d'autre. On était 3 dans l'organisation. Donc, ça a été un succès la première année. Franchement, on a ramassé quelques milliers de dollars, ce qui était quand même pas rien. Et l'année suivante, on en a fait un deuxième, où là, évidemment, c'était un peu moins, disons, rentable, mais voilà, ça a été quand même 2 belles expériences. C'est donc, ça, je pense, c'est 2015 puis 2016. Et après, il y avait une place au conseil et ça concordait, c'est pas un détail, mais ça concordait avec ma retraite aussi. J'étais à ce moment-là 3 jours semaine, j'avais plus de temps et je savais que j'en aurais davantage. Donc, j'ai accepté, on m'a demandé si j'étais intéressée d'aller au conseil. Je m'occupais à ce moment-là, Carole Arroy m'avait suggéré quelques dossiers. J'ai dit, moi, ce qui m'intéresserait, c'est la publicité pour le centre. Puis c'était avec Jim à ce moment-là. Donc, je suis allée au conseil pour le volet, finalement, communication extérieure. Alors, je me suis impliquée de cette façon-là pendant finalement une couple d'années. Je travaillais en équipe avec Jim. On a aussi, avec Francesca, on a révisé la façon d'envoyer les annonces. On a brassé différentes petites choses qui ont eu des impacts, mais pas quelque chose de si significatif que ça, je dirais. Là où, après ça, hein, de fil en aiguille, on
on cherchait, il a lu l'histoire, bon, on avait ramassé des sous suite aux encans et on avait un peu d'argent dans le compte de banque, mais pas quelques petites dizaines de milliers de dollars, c'est tout. Et là, il était question, sous l'entrefait, on subissait une augmentation vraiment importante de loyer parce qu'on était dans une zone commerciale, évidemment, donc on n'avait pas de contrôle sur l'augmentation. Et là, ben, l'idée d'acheter a surgi. Moi, je ne le savais pas, mais les anciens nous ont bien dit que ce n'était pas la première fois qu'ils pensaient ça. Alors, je vous parle de ça parce que c'était là vraiment, j'ai senti que je m'impliquais beaucoup plus, c'était beaucoup plus de temps parce que j'avais plus de disponibilité également. Alors, je me suis lancée dans le comité, je sais que Geneviève en a parlé aussi, dans le comité pour explorer finalement des locaux avec Carole Arroy, une de nos anciennes directrices, et Geneviève Martineau. Puis c'est vraiment parce que j'avais audition, je leur ai dit, moi, en immobilier, je connais rien. Bien sûr, je suis propriétaire d'une maison, mais c'est à peu près tout. Pas encore moins dans le commercial, ou dans notre cas, c'est un autre statut, mais c'est en dehors du résidentiel. Fait que je leur ai dit mes doutes, mes capacités, puis on dit, bon, tu as du temps, viens, on va explorer. Et ça s'est avéré être une expérience pour moi très, très riche et révélatrice, je dirais, du travail d'équipe. Et ce qui m'a tellement étonnée, c'est qu'on est parti d'à peu près rien, en ce sens que le centre n'avait à peu près pas de sous dans son compte de banque. Et il fallait en garder. Et de se lancer comme ça, d'explorer le marché immobilier à Montréal, je me disais, des fois on se dit, ben, c'est un non-sens, même pas la peine d'y penser. Bon, OK, on va faire une autre campagne de financement dans le but d'acheter et j'ai participé à la campagne et à notre grande surprise, on a ramassé un montant significatif à l'époque, mais vraiment important. On voyait donc que les gens étaient motivés, ils voyaient que c'était une cause importante et qu'il y avait beaucoup de personnes qui tenaient au centre. Et parfois, de ce que j'ai su, des personnes que ça faisait un bout de temps qui ne fréquentaient plus le centre, mais qui ont quand même contribué à cette campagne de financement-là. Fait que ça, c'était très encourageant. En fait, c'était des énergies positives, je trouvais. Et bon, je passe les détails. Quelqu'un d'important nous a aidé à trouver le local ici. C'était le troisième, et finalement, avec l'aide de Geneviève, c'était le deuxième. Et on a pu acheter avant la pandémie, comme on le sait, avant la hausse importante des coûts d'achat et de voir toutes les personnes qui se sont impliquées, hein, parce que, bon, bien sûr, on a fait faire des plans, les murs, c'était des professionnels, la plomberie, l'électricité, les corps de métier, mais le reste, c'était tout du bénévolat. C'était des gens qui disaient, ah, moi, je peux me débrouiller avec ça, moi, je peux faire ci, moi, je peux faire ça. Moi, j'étais bien bonne dans la peinture. Fait que je me disais, OK, j'ai participé beaucoup à l'opération peinture. Alors, c'est de cette façon-là que j'ai comme vu, l'atmosphère était vraiment enjouée. Il y avait quelque chose de... C'est comme si j'oserais même dire l'expression, j'avais l'impression qu'on dansait ensemble. Au niveau des énergies, il n'y a pas personne qui... Oh, il est arrivé des petites affaires, mais il y avait comme une énergie positive à cette époque-là. Et ça m'avait vraiment... Ça m'avait marqué, encore ça m'avait touché, puis surtout de voir de où on était parti, que c'était logiquement pas possible qu'on achète un local, et pas n'importe quel local. Quand on voit le résultat, c'est magnifique. Alors, c'est comme ça que là, vraiment, je me suis lancée dans le bénévolat, mais on ne se le cachera pas, c'est parce que j'avais du temps aussi. Là, je ne suis pas héroïque comme bénévole, c'est que j'avais davantage de temps qu'avant. Donc, puis... j'ai aussi chez moi la fâcheuse manie d'aimer apprendre.
J'étais enseignante, mais j'aime apprendre moi-même, évidemment. Alors, des fois, je regrette, je me dis, mon Dieu, dans quoi je me suis embarquée? Mais enseigner, c'est pas la meilleure façon d'apprendre. Oui, tout à fait. Alors, voilà, c'est ça. Et ben, la suite, Jean-Luc, tu la connais parce que c'est toi qui, si tu te rappelles bien, pendant la pandémie où tout était vraiment à off au début de la pandémie, c'est toi qui m'as invité à me former au Zoom. C'est d'ailleurs toi, je ne sais pas si tu te rappelles, là, c'est toi qui m'as formé au rudiment Oui. de cette plateforme-là parce que je n'y connaissais strictement rien. Et heureusement, tu avais procédé à des achats au niveau technique l'automne avant. Hein, je ne sais pas si c'était les Drala encore là qui avait aidé. Alors voilà, c'est de fil en aiguille que je suis passée d'un chapeau à un autre. Bon, puis le Zoom, contrairement à ce qu'on pensait au début, on n'était pas trop sûr. Ouais, mais pas la méditation sur Zoom, quand même pas. On peut faire certaines activités, mais des enseignements, mais on ne va pas faire une retraite sur Zoom. Mais à notre grand étonnement, hein, on était étonné, à notre grand étonnement, on était surpris de voir que c'était possible de faire. C'est pas pareil, c'est sûr, chacun chez soi, mais ça faisait quand même, ça faisait la job, comme on dit, malgré tout, compte tenu des circonstances, et ça nous permettait de rejoindre différentes personnes. Alors, à mon tour, j'ai formé quelques personnes pour devenir hôte Zoom. Voilà, je me suis après ça occupée du Zoom. Et en fait, dans le fin fond, c'est selon les besoins quand ils se sont présentés. Bon, quelqu'un a donné sa démission au niveau de la coordination du calendrier. Pas la programmation, bien sûr, moi je ne m'occupe pas de ça, mais de la mettre finalement en place par la suite, de l'articuler et qu'il n'y ait pas de conflit d'horaire, etc. Donc, la coordination du calendrier. Et là, on m'a demandé, est-ce que tu serais prête Encore là, on est venu me chercher, j'ai réfléchi un peu, je dis, bon, dans ma tête, je disais, qu'est-ce que je pourrais apprendre là-dedans? Bon. Et finalement, ben, ça fait quoi, peut-être 2 ans et demi 2 ans, je dirais peut-être que je m'en occupe, avec avec Francine Perrault, qui est... Oui, alors voilà. justement, c'est un peu là que je voulais en venir dans la suite de notre entretien. C'est que on a fait des expériences en fait, parce que installer un système son, démarrer Zoom, parce que même l'outil Zoom au départ, il ne faisait pas tout ce qu'il fait maintenant, donc Oui. on a appris ensemble. Et donc ce qui m'intéresserait que tu nous développes, c'est comment, à travers tout ce qu'on a appris par prototypage, par essai-erreur en fait, parce qu'on a fait des choses qui n'ont pas fonctionné. Hein. Oui. Là, on parle des choses qui ont fonctionné, mais Tout à fait. on s'est pris quelques murs dans la face aussi. Et comment, ce qui m'intéresserait, c'est que si tu nous développes comment tu as créé ou tu as participé à la création d'une équipe qui est un peu obscure pour les gens, même les utilisateurs comme moi, de savoir ce que chacune de vous fait exactement. Et il y en a une qui est au programme, il y en a une qui est au Zoom, il y en a une qui est à la publicité, etc. Vous interagissez énormément entre vous, tellement que ça en devient transparent et que des fois on vous confond les unes avec les autres, on demande à celle de la pub de changer un truc sur Zoom, etc. Ça arrive tous les jours, je crois. Voilà, donc comment ça a pu germer ça? Parce qu'on est parti de rien, disons-le. Non, c'est pas si tu veux vraiment, par rapport au calendrier, c'est pas parti de rien. Je dois vraiment rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire que celle qui s'en occupait avant moi, c'est Marie-Claude. Marie-Claude, je m'excuse. Moi aussi, j'ai oublié son nom, son mais nom je de vois très bien qui famille. c'est. Et Oui, qui a bon. fait un gros Alors, travail. qui avait mis en place, en fait, des outils qui existent. On s'entend, là, mais travailler avec
avec le chiffrier de Google, elle travaille avec un agenda Google, etc., puis une couple d'autres choses. Alors, quand elle m'a transmis ça, et puis moi, la première programmation, j'ai rien changé, je me suis approprié ces outils-là. Et après ça, j'ai vu peu à peu que, il y avait besoin d'être amélioré, et en fait, la tâche que Marie-Claude faisait, elle était scindée en deux. Et donc, Francine Perron a pris une partie et moi l'autre. Et j'ai soumis. J'aime beaucoup travailler en équipe, il faut dire. Ce qui fait que Francine m'a parfois dit: ah, ça, telle chose, ça fonctionne plus ou moins. Alors, donc, j'ai apporté des modifications. Parfois, c'est des idées de Francine Perron également. Alors, à deux, on a amélioré les outils. Lesquels outils on a présenté à l'équipe. Et est-ce que ça va? Marie-Claude, merci. Merci, Marie-Claude, merci. C'est vrai. Alors, c'est comme ça que, en travaillant en équipe, en échangeant entre nous, c'est sûr que DPE sont tellement occupés quand ils font ça qu'on ne les a pas consultés. Nous autres, c'était vraiment la programmation. Eux, donc, ils font les échanges entre les enseignants, les divers responsables d'activités, et ils essaient de mettre ça ensemble, mais c'est papier beaucoup, alors ils nous transmettent ça. Nous, on essaie de rendre ça cohérent. Dans le fond, on est l'interface qui tente de rendre cohérent dans un calendrier, et après ça, pour les annonces à la communauté, que tout ça se tienne et qu'il ne manque pas de petits bouts à droite et à gauche. Il en manque parfois, mais je veux dire, c'est ce qu'on tente de faire, que ça a un air plus professionnel que juste amateur, autant que possible. Oui, mais ça a quand même l'intérêt de permettre aux enseignants et aux diverses personnes qui animent le centre de pouvoir animer, justement, de pouvoir gérer les pratiques, de pouvoir gérer, qu'elles soient en présence ou en Zoom, mais aussi les enseignements, etc. Parce que c'est complexe. Oui. C'est très complexe parce que des fois ça se télescope. Alors, tout à fait. Il y a quelques erreurs, on s'en aperçoit quand il y a une erreur, mais quand il y a une erreur, on se rend compte que en fait, c'est tellement facile que ça se télescope qu'on se demande comment ça arrive pas plus souvent. Oui, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, il est arrivé une erreur. Il est arrivé quelque chose la semaine dernière, que ça faisait longtemps que n'était pas arrivé. Puis, oh mon Dieu, comment ça se fait qu'on oublie cette étape-là? Mais moi, ce que je dis, sur le coup, des fois, on dit: ah, c'est pas le fun, ça devrait pas arriver encore. Bon, tout ça. Mais je me dis, on est tous, à peu près tous des bénévoles. On est tous de bonne volonté. Il n'y a pas personne qui dit: ah, ben là, moi, Alors, on essaie, honnêtement, tout le monde, de faire le mieux que l'on peut avec les moyens qu'on a. Et, ben, franchement, comme tu dis, il pourrait y avoir beaucoup plus de contenu de ce que ça demande, d'échanges de courriels, d'interaction à tous les niveaux. On n'est pas un gros centre, mais c'est quand même complexe, effectivement. C'est plus complexe que ce que moi, je pensais avant. Alors, puis moi, j'ai je donne toute mon admiration à DPE, Suzy Massimo, qui galère pour arriver à mettre tout ça ensemble. Mais je pense qu'on arrive quand même l'aspect pour moi le plus enrichissant, c'est qu'on a chacun nos forces, nos faiblesses, mais on travaille avec nos forces chacun. Moi, comme je suis, ce que je pense être mes forces, ou des fois, ben, dans la vie, on sait que nos forces, des fois, changent. Le fait d'être confronté à une situation, on dit: ah, ça c'est pas pour moi, mais ça, regardons, je suis plus à l'aise que ce que je pensais. C'est la même chose pour tout le monde. Alors, on finit par se trouver comme une espèce de niche, si je puis dire. Et on se complète de cette façon-là. Là-dedans, c'est clair que pour moi, c'est pas le meilleur de moi, mais là-dedans,
relativement bonne, puis je pense que je vais aller vers ça. Puis on sent aussi les autres. Mhm. Puis il y a beaucoup de respect. Donc pour moi, c'est enrichissant. J'ai toujours aimé quand j'enseignais, j'ai toujours, j'étais jamais toute seule dans ma classe. J'étais en interaction avec mes collègues. Je suis une fille d'équipe. J'ai toujours trouvé que c'est enrichissant le travail d'équipe. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle la Sangha, c'est plus qu'une équipe, c'est une communauté. Ouais. Certains ou certaines, ça a été dit tout récemment, voient même ça comme une famille. Famille, des fois, je trouve ça un peu fort parce Oui, que, oui, parce que, mais bon, mais, ça dépend ouais. du concept qu'on a de la Oui, famille. oui, oui, tout Mais à en fait. tout cas, euh, il y a quelque chose qui nous rassemble et c'est pour ça que j'aime bien ce terme de centre. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour rendre un hommage à Marie-Claude Mercier, d'ailleurs, Oui. puisque c'est elle qui a trouvé ce slogan qu'on utilise maintenant Ah at oui, large, c'est vrai, oui, oui. qui est Trouve ton centre, Oui, oui. que j'ai honteusement copié, enfin prolongé pour cette émission. Quand je cherchais un titre à cette émission, j'ai dit, bah, on a déjà fait Trouve ton centre, mais une fois qu'on l'a trouvé, il faut l'explorer. Donc, Oui, c'est vrai, d'où explore ton l'idée centre. d'appeler cette émission Explore ton centre. Oui. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et il y a quelque chose donc, dans cette idée de centre qui est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire le côté rassemblement, c'est-à-dire d'avoir un point de ralliement qui fait que des personnes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, autant Ouais. socialement, autant au niveau de l'engagement, autant au niveau de la formation, au niveau du temps passé, de la façon de se dévouer ou de rester à l'extérieur. Il y a des gens qui viennent ici pour consommer de l'instruction, pour consommer de la pratique, mais qui finalement ne donnent pas grand-chose. Puis d'autres qui, au contraire, dont la pratique, c'est justement de faire que ça, de se dévouer, etc. Puis le côté coussin et puis le côté des événements, ça les intéresse moins. Tout ça, c'est correct. Il y en a pour tout le monde. Et voilà. Et c'est pour ça que l'idée de dire la seule chose qui nous rassemble, c'est le centre. Et puis après, il y a les rayons, puis les rayons, ils s'arrêtent nulle part. Donc tout est possible. Oui, on a des fois, on peut dire qu'on y trouve chacune, on y trouve notre compte. Et il faut qu'on se respecte là-dedans parce que effectivement, il y a des choses que je fais maintenant que je n'aurais pas faites évidemment au tout début là. Et puis on progresse sur la voie. Bon, puis il y a- on se découvre, on découvre, c'est comme je me répète un peu, nos limites, celles des autres. Mais moi, ce que je retiens, c'est que au centre ici, j'ai l'impression de, de voir des gens, essentiellement des gens qui sont, comme on dit, de bonne volonté. Que c'est quoi, paix aux hommes de bonne volonté, je ne sais pas trop, là, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a ici des personnes qui viennent, non pas pour, bon, moi, me pète les bretelles, puis qui je suis, puis tout pour étaler son pedigree, son curriculum vitae, peu importe. Mais je pense qu'on vient ici avec un esprit, un certain esprit d'humilité, d'une certaine façon, parce qu'on ne vient pas ici pour, de prime abord, pour se faire valoir. Et ça nous met dans une posture donc d'écoute de soi-même puis des autres. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose comme des aides de bonne volonté que moi, c'est ce que je sens quand je viens au centre, avec ce qu'on est, nos imperfections, mais vraiment, mais quand il arrive des difficultés, ben on peut voir que bon, l'idée d'une société éveillée, en tout cas de tendre vers, c'est quand même à l'œuvre. C'est observable. C'est pas juste du branding, parce que quand ça fait quelques années qu'on y est, on sent vraiment que c'est Oui, l'idée de la société éveillée, c'est effectivement, c'est pas un but, c'est une direction en fait. Ouais.
c'est un peu comme l'étoile du Nord, quoi. Oui, Ça tout à fait. apprend la direction, Ouais. sachant qu'on ne va pas y aller à l'étoile du Nord. Mais ça permet de se diriger quoi, Ouais. au jour le jour. Et c'est important que justement toutes les fonctions d'une société soient représentées. Et c'est un peu qu'on fonctionne dans le microcosme du centre. Et on reproduit dans notre équipe, dans notre centre, enfin dans notre communauté plutôt, dans notre communauté, on reproduit une mini-société en fait. Ouais. Et c'est de travailler entre nous sur nous qui nous permet ensuite de rayonner au dehors. Ouais. Rayonner au dehors ce qu'on a fait à l'intérieur en fait. Et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, parce que tu as une expérience de terrain qui est très importante, très inspirante, je dirais, parce que il y a cette fonction-là vraiment de ce que j'ai appelé la salle des machines tout à l'heure, qui est tous les mécanismes qui font que au jour le jour, on peut fonctionner. Ouais. Parce que s'il n'y a pas Liliane qui s'occupe de l'environnement, Ah oui, s'il n'y a beaucoup, pas ouais. ton équipe qui s'occupe de la publicité, qui s'occupe des programmes, qui s'occupe de tout ça, c'est bien joli de vouloir rechercher la paix universelle, etc. Ouais, mais ça n'a ouais. aucun sens si on n'est pas capable de faire tourner notre Ouais, propre ouais. centre. C'est sûr que les dernières années, je me suis retrouvée à avoir quelques chapeaux que je n'avais pas prévu d'avoir, mais je me disais, bon, il y a un besoin là, je vais le faire. Jim m'a parlé à quelques reprises de la technique, le filage. Au départ, dans ma tête, c'était non. En fait, c'est pas ma tête, mon corps disait non, comme bien des gens, j'imagine, que je connais. Et, puis à un moment donné, comme j'appréciais beaucoup Jim, bien, à un moment donné, j'ai dit, OK, on va essayer. Bon, alors, encore là, je me suis lancée là-dedans. Je me suis dit, je vais sans doute apprendre quelque chose, et comme de fait. Alors, j'ai exploré le peu que j'ai exploré. Là, c'est Léon qui est aux commandes de cette machine, qui est la machine de l'audio-visuel, Ce qu'on appelle le la techno. oui. Mais, le Deus ex machina, le dieu de la machine. alors, Léon a beaucoup de mérite d'avoir pris la relève de Jim. Et fait que je tente d'apporter mon soutien, mais c'est vrai qu'on a besoin de bénévoles supplémentaires parce que si moi je ne suis pas disponible, si Léon n'est pas disponible, le centre est... Mais ça, c'est un problème partout. Hein. Voilà, et donc ça, c'est... Oui, pour faire fonctionner le centre, ça prend beaucoup de gens qui s'impliquent. Il y en a qui s'impliquent de façon très ponctuelle, mais ça répond à des besoins. Puis d'autres, comme moi, qui ont plus de temps et qui s'impliquent de façon plus régulière, je dirais. Mais on ne se cachera pas, le centre, je ne tourne pas à vide, là, le centre m'apporte beaucoup, là, c'est donnant, donnant, et honnêtement, je trouve ça stimulant. J'ai parlé tout à l'heure du bénévolat comme une pratique. Est-ce que tu peux nous développer ça Oui, de ton point de vue, de ton point de vue. Oui. De ton point de vue, comment pour toi le centre est une pratique? Pour toi? Ben, moi, je me dis, c'est facile de... Quand on est assis sur notre coussin, que ce soit chez soi ou même au centre, parmi d'autres, c'est facile de dire, oui, je vais m'ouvrir à moi-même, je vais m'ouvrir aux autres, et puis, bon, il y a cette idée de société éveillée, bon, même si c'est idéaliste, là, mais je veux dire, il y a là-dedans plein de richesses. C'est facile, mais tant que tu restes sur ton coussin, le jour où tu te lèves de ton coussin et que
t'appliques ça, que ce soit au centre ici, encore plus au centre ici, mais même dans nos familles, les couples, les amis, etc. C'est là que ça se passe, la vraie vie. C'est là que le bouddhisme a tout son sens. Bon, il n'y a pas juste le bouddhisme, on s'entend, là, il y a d'autres voies, mais je veux dire, puisqu'on est dans un centre bouddhiste, il y a les enseignements qu'on y retrouve, ben, il faut les mettre en action. La méditation en action, comme disait Sharon Trungpa. Parce que sinon, moi, je peux bien faire plein de projections dans ma tête, même si je suis ici au centre, il y avait 30 personnes autour de moi. Mais si je ne suis pas capable de composer avec les réalités plus ou moins difficiles qui se présentent, disons, les forces et faiblesses des autres, les miennes, bien là, je suis pas capable de mettre en pratique la patience, la générosité, la discipline, et tous les paramitas, ben c'est pas, on n'ira pas loin. Alors, le bénévolat, c'est une façon, c'est de la méditation en action, c'est les enseignements en action. C'est l'épreuve du terrain. Oui, c'est l'épreuve du terrain, c'est l'épreuve de la vraie vie. En fait, à partir du moment où on est plus qu'une personne, il y a un travail à faire et il est d'abord avant tout sur soi. Et voilà, donc je ne sais pas si ça répond à ta question, Jean-Luc. C'était pas une question, c'était une demande. Est-ce que ça fait le tour? C'était une demande d'avoir ton point de vue, enfin, ton vécu plutôt de la chose, oui. Non, plus loin que le point de vue, c'était quelque chose, ce que tu vivais plus que ce que tu pensais. Okay. Et c'est ce que tu as fait, donc c'est bien, merci. Puisqu'on est lancé comme ça dans une dynamique, qu'on a parlé du passé, qu'on a parlé du présent et l'avenir, je ne te demande pas de faire d'avoir des dons de divination, mais comment tu vois dans tout ce qui se passe actuellement dans le monde, disons le bain dans lequel nous baignons, nous barbotons, qui est quand même pas mal agité, de plus en plus. Comment tu vois la place, vue de notre centre, du bouddhisme certes, du bouddhisme Shambhala en particulier, mais vu quand même de ce qu'on fait ici, puisqu'on est dans une émission où on parle de Montréal, de Shambhala Montréal, mais qu'on peut élargir bien sûr. Comment tu ressens ça là, aujourd'hui, peut-être demain tu auras un autre avis, mais c'est pas grave. OK. Là, c'est plus une question pour moi qui est d'ordre philosophique, mais je suis de celles qui pensent, comme disait Gandhi, soit la révolution que tu espères, je ne me souviens pas exactement de la formule, là, que tu espères qui va arriver. Là. C'est sûr et certain que moi, je pense vraiment que il faut d'abord s'ouvrir à soi-même pour s'ouvrir aux autres. Ça, c'est primordial. S'ouvrir à soi-même, s'ouvrir aux gens qu'on côtoie le plus souvent, et comme je disais, élargir peu à peu. Hein, ciel ouvert, niveau 5, mais aussi société plus ouverte. Sinon, si on ne s'ouvre pas à soi-même, si on ne travaille pas sur soi, comme disent les enseignements, on va juste aller... on va projeter nos névroses sur les autres, on va leur imposer nos vues, une façon de faire, et ça va créer plus de tensions, ça va créer d'autres conflits. Alors finalement, je crois ça. Mais je suis de celles aussi qui croient beaucoup à le bouddhisme, c'est une chose, mais moi, je suis très rompue. Je prends quelques enseignants du centre en ont entendu parler. Moi, je suis rompue aussi à la psychanalyse,
je dirais aux psychanalyses modernes, il y en a plus d'une, moderne vraiment, à l'importance de voir à quel point notre inconscient et tout ce qu'il y a en dessous se révèle à notre insu très souvent, l'importance de se connaître et donc de voir comment on s'oriente, de voir dans nos actes, dans nos paroles, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, parce que sinon on fait juste placarder sur les autres notre façon d'être. Alors moi je pense que les deux sont complémentaires. D'ailleurs, il y a des bouddhistes qui ont écrit sur ça, hein, Zen et psychanalyse et autres. Je ne me souviens pas, dans Shambhala, il y a un ou deux auteurs qui ont écrit. Fait que moi, j'ai cette certitude-là que le bouddhisme, c'est plus un autre niveau, peut-être plus large, évidemment spirituel, va sans dire. On s'entend que la psychanalyse n'a jamais mené à l'éveil. Pas savoir. Mais c'est pas. Mais il y a. Les deux sont une forme d'intelligence, à mon sens, qui se complètent. Et ben, moi, je pense que je trouve au centre des choses, mais ailleurs, je trouve aussi d'autres choses, des auteurs qui m'inspirent, j'ai la chance de vivre avec avec mon conjoint depuis longtemps, qui est quelqu'un de très curieux, avec qui je peux échanger sur plein de sujets. Alors, et ça me nourrit et j'y vois très souvent un complément au bouddhisme. Alors, pour répondre davantage à ta question, le futur, ben, il va passer par, pas il va, je ne peux pas dire il va passer, mais j'aimerais qu'il passe par ce côté, par redécouvrir l'importance de la connaissance de soi et d'être capable, parce qu'on ne peut pas juste se changer soi, il faut évidemment tenter de changer la société parce que c'est dans les deux sens. Il faut aller vers partir de soi puis aller vers l'extérieur, mais il faut prendre la société aussi et tenter de l'amener aux individus en ce sens que les politiques, que les actions sociales répondent aux besoins des individus, des différentes communautés, parce que c'est complexe une société. Et donc, d'aller dans les deux sens, mais pas juste par le militantisme, parce que, comme je dis, les pancartes et c'est ça, ça a sa limite. Je pense que nous autres, on est le centre, Shambhala, on peut apporter un peu plus de douceur dans cette façon d'aller. Et puis, il y a l'idée toujours d'essayer de voir dans cette noirceur-là, quand on lit moindrement, quand on s'informe comme qu'est-ce qui se passe dans les conflits qu'il y a, tout ce qui se passe même chez nos voisins du Sud, on peut juste voir que c'est en train de glisser. On voudrait bien rattraper, mais on peut pas faire ça. Fait que il y a aussi dans le bouddhisme cette idée de prendre un pas de recul qu'on doit parfois laisser couler les choses pour mieux intervenir en temps et lieu. C'est humblement ce que je répondrais à ta question. Je n'en sais pas plus. Et je tente d'agir au meilleur de ma connaissance dans ce que je peux. Et puis, on ne connaît pas, tout à l'heure, on ne connaît pas l'avenir. Peut-être les choses ont besoin de pourrir pour qu'elles puissent renaître. Des fois, on peut se le demander. C'est un peu l'automne, l'hiver pour qu'il y ait le printemps. Si les feuilles mortes ne tombent pas, il n'y a pas de... C'est d'une grande tristesse. Il n'y a pas d'enrichissement de la terre. Ouais. Donc, c'est pas, voilà, j'ai pas de... C'est pour ça que je voulais avoir ton sentiment, mais aucun d'entre nous ne connaît l'avenir. Non, mais la douceur, ça, patience, douceur. Patience et longueur de temps, que je disais.
que dit l'adage, mais c'est sûr que d'ajouter de la douceur, d'ajouter de la patience, d'ajouter de la discipline, pas au sens négatif du terme, d'apporter un peu de lumière par cette patience, cette douceur-là. Je peux pas croire que ça va pas aider tôt ou tard. Puis comme tu disais tout à l'heure, ça commence par moi. Oui. Et, il est dit que la société commence par toi et moi, donc si on est déjà deux à changer, après toi, moi, on rejoint toute la société. Et c'est peut-être aussi ça, peut-être le point de départ. Sûrement. Et pas. Mais c'est la seule chose sur laquelle on puisse agir. Il paraît, oui. Hein. Ou en tout cas, c'est pas faute. C'est pas faute de ne pas avoir essayé d'agir sur. Justement, on s'épuise, parfois, on voit bien toutes nos projections, on peut s'épuiser. Ça prend une certaine maturité aussi pour se rendre compte que ça ne marche pas de tenter de changer l'autre, les autres à tout prix. Ça fonctionne. La vie ne fonctionne pas comme ça. Le monde, malheureusement, c'est pas comme ça. Tant qu'à ça, il y en a d'autres qui voudraient nous changer. Moi, je dirais plutôt heureusement qu'on ne peut pas changer les autres. Oui, c'est pour ça. On dit un peu la même chose. Parce que là, c'est de la manipulation, c'est autre chose. Ça s'est fait, oui, les lavages de cerveau. Ah oui, tout à fait. Et tout autres à fait. Conditionnements de prisonniers, voire même en famille, d'ailleurs. Ah, d'ailleurs, voire même certaines religions. Tu as dit le mot conditionnement. Oui, je pense que pourquoi ça ne m'est pas venu? Parce que je pense que c'est... Et là, se résume, je pense même, une bonne partie du bouddhisme. C'est-à-dire, c'est d'être capable de voir notre propre conditionnement. Absolument. À soi personnel, qui est pas mon conditionnement n'est pas quoi qu'on est deux occidentaux, on s'entend qu'on a bien des référents qui sont semblables, mais on a quand même nos références familiales, puis tout l'héritage de ceux qui nous ont précédés dans nos familles, etc., de nos environnements scolaires à l'époque, etc., sociaux, on est ça, on est conditionné par ça, mais c'est de voir, la méditation nous permet ça, de voir justement le conditionnement. Et après ça, de voir le conditionnement au sens plus élargi, le conditionnement des autres. Il me semble que ce sont des outils qui aident à décoder davantage nos conditionnements et ceux des autres, et peut-être d'éviter moins la compulsion de répétition, comme on dit en psychanalyse. Mais c'est tout un contrat. Soyons honnêtes. C'est tout un contrat et on est là pour travailler là-dessus. Oui. Ben écoute, est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser? Classique comme question d'ailleurs, mais c'est toujours bon. Ben non, je pense qu'on a... Je ne sais pas combien ça fait de temps qu'on parle, il me semble que j'ai parlé beaucoup, mais... Il y a quelque chose, je sous-entendais quelque chose que tu aurais aimé aborder, oui. Un aspect sur lequel je ne t'aurais pas guidé. Pour les besoins de cette entrevue-ci, j'espère que ça va... J'espère juste que moi j'ajouterais que ça va convaincre notre échange avec sans fausse modestie, ma contribution qui est réelle, mais qui est pas une des plus grandes, loin de là, mais que ça va convaincre certaines personnes de s'engager, que ça va leur donner le goût d'apprendre et de se laisser enrichir par l'expérience. Ben, ça me semble une belle conclusion. Oui, c'est une conclusion. J'ai plus rien à dire. C'est ça. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Luc. Céline, d'avoir abordé tous ces sujets qui sont
pas facile parce que aucun d'entre nous n'a la vérité, mais en même temps, on a tous une partie de cette vérité-là. Tout à fait. Et puis, en même temps, on essaye de développer de préparer la société à s'éveiller ou à traverser des moments très difficiles. On ne sait pas trop ce qui va nous arriver, mais ce qu'on peut faire, c'est faire quelque chose sur nous-mêmes, puisqu'on ne peut pas aller au-delà. Et puis essayer de rayonner ça après, soit en tant que personne, soit en tant que communauté. Et c'est là-dessus que toi et ton équipe, vous êtes très performants, si j'ose dire. Donc merci aussi pour ça. Bienvenue. Sans oublier au niveau de la performance, notre cher Léon, qui est caché derrière cette technique là-bas, et sans qui rien ne saurait arriver. Merci Léon, et de ton action et de ta compétence. Donc, on se revoit dans un mois. Ça va être début janvier. Alors, je ne sais pas trop comment ça va se passer encore. Voilà. Merci donc et à la prochaine. Voilà.